Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Méran, je suis la fondatrice de l'Association française de l'eczéma dont je souffre de dermatite atopique. Et je suis accompagnée de Florence. Bonjour, donc moi je m'appelle Florence, je suis membre de l'association depuis 2013 et je suis pharmacienne dans une officine à Gardanne, à côté d'Aix-en-Provence. Donc du coup dans l'asso j'ai la double casquette de patient et de professionnel de santé. Donc c'est pour ça que c'était intéressant qu'on participe toutes les deux à cet atelier. Donc dans un premier temps, on va vous parler de la dermatite atopique et de l'ETP dans la DA de façon générale. Après, on va vous parler d'exemples concrets. Donc moi, à Marseille, puisque j'ai participé à l'ETP dans la DA là-bas pendant plusieurs années, je continue à avoir un œil dessus. Et Stéphanie, donc au niveau de Paris. Et après, on vous présentera l'association. Mais la formatrice, c'est votre formation à vous-même, c'est quoi? Du coup, moi j'ai un DU en éducation thérapeutique. Je suis patient expert. Et donc j'ai la casquette de chargée d'enseignement à la faculté de médecine de Nantes. Et aussi, je suis membre du comité d'éthique des médecins généralistes enseignants grâce à mon DU. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on va démarrer. Donc du coup, l'ETP dans la dermatite atopique, on peut se poser la question quels sont les besoins des patients. Pourquoi les patients ils participent à des ateliers d'ETP? Pourquoi on leur propose? Quelles peuvent être leurs problématiques auxquelles l'ETP va apporter des réponses? Donc on a essayé de scinder ça en 4 grandes thématiques. D'une part, la dermatite atopique, l'ETP dans l'ADA, ça permet de comprendre la maladie et les traitements. Ça, c'est plutôt assez généraliste et ça concerne toutes les maladies chroniques qui font de l'ETP. Dans un second temps, c'est connaître les trucs et astuces parce que l'eczéma, c'est vraiment une maladie où on va avoir les traitements d'un côté et puis quand même tout le reste, c'est-à-dire toute la gestion environnementale, l'hygiène, les soins. Donc ça fait vraiment partie des trucs et astuces qu'on va aborder au cours de l'ETP. Les solutions anti-grattage aussi, parce que l'eczéma, c'est une maladie avec de fortes démangeaisons et donc le traitement va permettre de soulager les démangeaisons, mais pas de façon totale. Donc c'est là où on va avoir des tips que chaque patient va apporter. Donc c'est là où le TP est intéressante. Ensuite, retrouver confiance en eux. L'eczéma est une maladie affichante, une maladie qui se voit, une maladie qui pourrit la vie tous les jours, au travail, à l'école, avec le conjoint, avec la famille. Donc du coup, les personnes qui arrivent avec des eczémas qui sont même modérés et des eczémas sévères vont se retrouver dans des situations où ils ont perdu l'estime d'eux-mêmes, où ils ont plus confiance en eux, où il y a des troubles psychologiques qui peuvent s'installer. Et donc c'est important que le TP réponde aussi à cette problématique. On le verra avec l'apport de psychologues. Souvent dans les programmes ETP, il y a beaucoup de psychologues qui sont prévus dans les programmes. Et le dernier point qui va avec celui que je viens d'énoncer, c'est que l'ETP dans l'ADA, ça permet de rencontrer d'autres patients. Et là, c'est intéressant parce que même si l'eczéma est une maladie qui est très fréquente, qui concerne plusieurs millions de personnes, 2 millions d'enfants et 2 millions d'adultes, grosso modo, on va se retrouver avec des gens qui se sentent très seuls face à la maladie, face aux symptômes, aux démangeaisons, à l'errance thérapeutique. Il y a beaucoup d'incompréhension et finalement beaucoup de solitude alors que c'est une maladie très courante. Donc le but de l'ETP dans ce cas-là, ça va être de montrer aux gens qui ne sont pas seuls, qu'il y a d'autres personnes qui souffrent des mêmes problèmes qu'eux et ensemble de trouver des solutions. Donc la deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment intégrer au mieux l'ETP dans le parcours de soins des patients atteints de DA. Donc nous, on a identifié 3 grands moments où on pourrait intégrer l'ETP et là où ça pourrait être le plus pertinent. Parce que l'ETP, vous le savez, donc on verra les côtés un peu négatifs, les difficultés de mise en place de l'ETP juste après. Mais déjà, vous savez qu'on ne peut pas le proposer à tout le monde. On aimerait bien, mais ces 2 millions d'enfants et ces 2 millions d'adultes, on ne va pas tous pouvoir leur proposer. Donc les moments clés où ça peut être intéressant pour eux de bénéficier d'un programme ETP ou même d'une séance, parce que des fois on verra que c'est pas possible de faire tout un programme, ça va être au moment du diagnostic. Donc là, ça semble évident pour toutes les pathologies chroniques pour lesquelles le diagnostic vient d'être posé. Être intégré très rapidement dans un programme ETP, ça permet tout de suite de bénéficier de conseils, de sortir de l'isolement et tout de suite d'être dans le vif du sujet de la maladie chronique parce que c'est une maladie qui va durer. Donc le diagnostic souvent c'est dans la petite enfance, donc ça va être l'ETP des parents, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont adolescentes ou adultes et à qui on va diagnostiquer une dermatite atopique. Donc là ça va être de l'ETP pour la personne malade directement et pas de façon indirecte comme pour les bébés.
Également, l'ETP va être intéressante en cas de difficulté au cours de la maladie et du traitement, lorsqu'il y a par exemple une corticophobie. C'est un terme qui revient souvent dans notre maladie, c'est la peur d'utiliser les traitements à base de cortisone en crème, alors que ce sont les traitements de première intention de notre pathologie. Donc là, ça va un peu bloquer les choses, parce que la personne, elle a peur de son traitement, donc elle ne va pas l'appliquer, donc les poussées sont entretenues et on s'en sort pas. Donc là, l'ETP peut être intéressante. Ça peut être au moment où on a des coups de mou, où on perd le moral, où on a quand même des poussées importantes, où la maladie prend le dessus, où elle touche le visage. Enfin, dès qu'il y a une problématique un peu comme ça, l'ETP va être intéressante à mettre en place pour ces patients. Et également, un autre moment où ça va être très intéressant, c'est au moment d'un changement de traitement. Et notamment dans notre pathologie, depuis quelques années, on a la mise en place de traitements innovants, que sont les biothérapies. On a aussi des traitements sous forme de comprimés, de la famille des anti-JAK. Donc ça, ce sont des traitements qui sont innovants, qui vont être destinés aux patients atteints de DA modéré à sévère. Et là, ça peut être intéressant de réintroduire l'ETP à ce moment-là pour refaire un point sur la pathologie en même temps qu'on présente la biothérapie ou le traitement par comprimé. Les difficultés rencontrées, donc là, elles sont quand même communes à pas mal de maladies chroniques. Il y a des problèmes d'accessibilité, donc vous le savez, l'ETP c'est majoritairement en milieu hospitalier, donc ça peut être difficile pour des patients qui ne sont pas suivis dans ces mêmes services de bénéficier de l'ETP tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'ETP qui est près de chez eux, parce que leur médecin en milieu libéral ne connaît pas forcément et ne les a pas orientés. À Marseille par exemple, c'est vrai qu'il y a tout un réseau de médecins qui orientent, mais c'est un peu toujours les mêmes qui orientent vers l'ETP à la Timone par exemple. Et ensuite, dans le cas de la Timone, c'est compliqué d'y aller. Je veux dire, faut prendre le métro, sa voiture, faut la lâcher, on ne sait pas où. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'ensemble des Bouches-du-Rhône. Donc Marseille, on y va le moins possible parce que c'est compliqué de circuler. Donc là, il y a des problèmes d'accessibilité dans leur ensemble qui font que l'ETP, finalement, ne peut pas être donné à tous les patients qui en auraient besoin. Ensuite, dans notre maladie, on s'est rendu compte qu'on a des profils de patients atteints d'eczéma qui sont très variés, même trop variés. En termes d'âge, en termes de niveau de sévérité, en termes de localisation. Il y en a qui vont avoir de l'eczéma au visage, il y en a qui vont avoir de l'eczéma chronique des mains. Donc dans le cas des bébés, c'est pas la même problématique qu'un patient de 60 ans à qui on vient de trouver une dermatite atopique. Nous, en tant qu'association, on parle de l'eczéma dans son ensemble, donc eczéma de contact par exemple, qui n'est pas de la dermatite atopique, l'eczéma qui peut être en milieu professionnel, qui n'est pas de la dermatite atopique. Donc du coup, on a des profils très différents, c'est difficile de les mettre dans des mêmes ateliers. Il faudrait les scinder. On essaye de le faire, mais du coup, ça multiplie les séances et ça augmente le nombre de difficultés. Le niveau de sévérité, ça peut être compliqué aussi parce qu'on se rend compte, pour l'avoir vécu, que quand on met ensemble des gens qui ont une DA qui est légère avec des DA qui sont sévères, ça peut être compliqué. Pourquoi ? Parce que la DA légère, elle peut avoir peur de voir des DA sévères. La DA sévère, elle peut se sentir incomprise. Et finalement, comme chacun vient chercher quelque chose de différent, dans notre pathologie, on s'est rendu compte que ça pouvait être compliqué à mettre en place. Et ensuite, également, au cours des séances de TP dans la DA, vous l'avez compris, il y a énormément de points à aborder. Donc il y a la maladie, son caractère chronique qui est déjà difficile à faire admettre aux patients. Il y a le caractère, l'atteinte psychologique, il y a le grattage, l'hygiène, le soin, donc le quotidien, il y a les vacances, il y a l'école, il y a énormément de choses, des traitements qui sont tous différents, qui sont locaux, qui sont par comprimé, qui sont par injection. Donc en fait, si on veut tout aborder, c'est compliqué. Et du fait des problèmes d'accessibilité, on essaye de regrouper pour que les gens ne viennent pas 10 fois. Donc un programme, c'est 3 séances, mais des fois, concrètement, on fait une. Si les gens arrivent à revenir 2 fois, c'est super. Donc c'est compliqué, ça fait des séances un peu fourre-tout, alors qu'on essaye de faire des séances par thématique en même temps. Donc c'est très compliqué à mettre en place le TP dans notre pathologie. On essaye, dans plusieurs villes, on essaye de mettre en place des choses. Mais voilà, c'est garder à l'esprit que le TP déjà c'est compliqué dans la mise en place, avec le cadre réglementaire et tout ça. Mais dans la DA, nous on se rend compte sur le terrain que c'est compliqué. Donc le premier exemple, c'est mon exemple du coup à Marseille. On a une équipe qui est pluridisciplinaire autour d'un médecin coordinateur dermatologue qui est le docteur Mallet. J'en profite pour préciser que ce médecin, elle coordonne, mais elle n'assiste pas aux séances. Très vite, on s'est rendu compte que du fait des difficultés d'accès vers un dermatologue,
Enfin, dans le sud, c'est très fréquent, mais je pense qu'ici aussi. Donc du coup, les gens avaient tendance à associer ça à une consultation. Et donc, c'était compliqué parce que chaque cas était différent et tout le monde en profitait. Il y avait le docteur Mali qui était là pour demander soit une ordonnance, soit vous pouvez voir là, la plaque ou net, comment elle lit, tout ça. Donc, très vite, on a écarté le médecin co des séances pour que ce soit vraiment des séances 100% paramédicales et patients. Et ça marche très bien. Après, ça n'empêche pas que dès qu'il y avait des situations qui étaient extrêmes, on l'a eu 2 ou 3 fois, vraiment des personnes qui étaient en poussée énorme, vite on la sortait de la séance pour qu'elle soit vue rapidement par le docteur Mallet et ajuster les prescriptions. Mais c'est vrai que très vite on s'est rendu compte qu'il y avait cette difficulté par rapport aux médecins. Donc nous, notre équipe, il y a qui ? Il y a des infirmières qui sont formées, tout le monde est formé. Donc des infirmières, il y en a 2. Une psychologue qui est la psychologue du service, qui fait aussi de l'oncodermatologie. Pharmacien, donc moi j'ai démarré donc pharmacienne officinale et à ma suite, parce que je pouvais plus participer à toutes les séances, c'était une des pharmaciennes de l'hôpital qui animait les séances avec les infirmières. Patient expert, il y avait moi, donc je faisais un peu les deux, le pharmacien et le patient expert, et après on a eu d'autres patients experts qui ont participé aux ateliers. On a aussi une diététicienne qui fait plusieurs services et donc qui participait pour les séances thématiques sur les allergies alimentaires qui peuvent aussi apparaître, être présentes dans notre pathologie. Pas tout le temps, mais parfois. Les contenus indispensables qu'on abordait un peu tout le temps et surtout qu'on gardait à l'esprit dans toutes les séances, c'est la gestion de la maladie et du traitement au quotidien. Nous, c'est quand même la base parce qu'on a de grosses difficultés d'observance dans notre maladie. Donc, il faut vraiment qu'on insiste sur ça à chaque fois. Et ensuite, on couplait ça avec des thématiques. Et ça, c'est venu petit à petit, où on s'est rendu compte que pour intéresser les gens, les faire revenir, il fallait essayer de cibler. Donc, des séances plutôt psychologie avec la psychologue, du coup, estime de soi, un peu tour de table sur les difficultés, troubles de la sexualité, un peu voilà, des thématiques psychologiques. La rentrée scolaire, c'était une séance dédiée qu'on faisait début septembre sur comment aider l'enfant à bien vivre l'école et à bien vivre sa maladie avec l'école. Surtout pour les enfants qui ont des PAI, parce que ça arrive pas mal dans notre maladie, parce qu'il y a de l'ADA avec de l'asthme, avec de l'allergie alimentaire, donc il y a souvent des PAI. Ensuite, on faisait une séance thématique sur les vacances, parce que du coup, par rapport au soleil, à la mer, à la piscine, la montagne, le froid, on essayait de faire des séances vacances. Et la gestion de la maladie pendant les vacances, puisque la maladie est encore là. Des séances nutrition, comme je vous disais, avec notre diététicienne, sur la partie allergie alimentaire, et également sur tout un tas d'idées reçues qu'on a dans notre maladie. Je sais pas si tu peux, voilà. Sur la partie, est-ce que j'arrête le gluten ? Est-ce que j'arrête les laitages ? Est-ce que je me lance dans l'alimentation anti-inflammatoire ? Et patin couffin. Donc du coup, la diététicienne permet de démêler le vrai du faux, même si la recherche avance sur ce point, mais déjà essayer de rationaliser un peu tout ça et de rappeler les recommandations de base. Et ensuite, faire les topos sur les allergies alimentaires. Donc les sessions, il y a plusieurs types. Comme je vous disais, comme on a des âges différents, très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait séparer les groupes en fonction de l'âge. Donc les sessions enfants-parents, c'est en fait, on divise en 2. Lorsque les enfants ont 4-5 ans, tout de suite, on peut commencer à faire des choses qui sont très ludiques. C'est-à-dire que dans une salle, on a les enfants, et là, c'est coloriage, jeux de loi, jeux sur le tableau, les galets décorés, oui. Moi, à Marseille, du coup, j'allais au bord de la mer et je prenais des galets. Et du coup, les enfants coloriaient les galets, ils repartaient avec. Et comme c'est froid, ça permettait de les appliquer sur la plaque pour éviter les grattages. Et on créait nos outils anti-grattage sur place. Pendant ce temps, les parents sont dans la salle à côté, avec une infirmière, pharmacien, peu importe qui y avait ce jour-là, pour faire la partie parents. Donc ça, je pense qu'on le met en place dans d'autres pathologies également quand ça touche des enfants. Mais nous, dans l'ADA, c'est vraiment les séances les plus fréquentes, ça va être celle-là. Quand il y a des bébés, du coup, c'est le bal des poussettes. C'est un peu compliqué parce que notre salle est super petite, mais on essaie d'y arriver. Les ados, donc ça peut être des séances en distanciel. Le Covid nous a aussi montré ça, qu'on pouvait faire des séances en distanciel. Et pour les ados, ça peut être pas mal parce qu'il peut y avoir des difficultés à être vraiment en présence d'autres ados, de se parler, tout ça. L'écran facilite pas mal les choses, surtout que ce sont des jeunes qui sont très sensibilisés au numérique. Donc on s'en sert de plus en plus depuis le Covid, à Marseille notamment. Et les adultes, donc là les adultes, ça peut être des jeunes adultes, des adultes plus âgés. Toujours pareil, on essaye dans la mesure du possible de séparer tout ça. Les aidants familiaux, on les a très souvent. Donc les parents dans le cas des bébés, puisque c'est eux qui vont faire les soins.
les parents dans le cas des enfants parce qu'ils vont faire les soins. Dans le cas des ados, les parents sont souvent là aussi. Là où il nous est arrivé de faire des séances séparées là encore. Les conjoints, parce que le conjoint il subit pas mal de choses et donc c'est important qu'il soit présent. La fratrie, parce que souvent, nous, nos séances, c'est le mercredi. Le mercredi, on ne peut pas faire garder les autres enfants. Donc, on a décidé de tous les prendre. Il y en a qui ont de l'eczéma, il y en a qui n'en ont pas. Et ça peut être intéressant que le frère ou la sœur participe autant que possible à la pathologie du frère ou de la sœur. Les outils pédagogiques, comme j'en parlais tout à l'heure, on s'adapte à l'âge, à la problématique. Le photolangage, ça va être beaucoup utilisé dans les thématiques psychologiques, par exemple. Les jeux de rôle également. Les activités manuelles, le galet, le coloriage ou autre. Ça va être plutôt adapté pour les enfants. Et on a tout un placard avec plein d'outils qu'on crée nous-mêmes ou que les labos vont créer aussi. Donc c'est un partenariat qui est toujours intéressant. Mais nous, à Marseille, on a créé pas mal d'outils quand même. Je tiens à préciser, on est très content de ça parce que c'est à force de faire des séances qu'on s'améliore. Nous, ce qui est très important à Marseille et qu'on dit à chaque fois aux gens quand on leur présente le TP, c'est que le TP dans l'ADA et dans toutes les autres maladies, ce n'est pas un dressage des patients. Ce n'est pas descendant, ce n'est pas apporter des infos et rien d'autre. Il y a une grosse interaction et on insiste beaucoup sur ça. Ce n'est pas un groupe de parole. C'est pas on est là dans s'apitoyer sur son sort ou quoi. C'est vraiment chercher des solutions tous ensemble. Donc c'est quelque chose d'ultra positif. Et nous, on essaye vraiment à Marseille et je pense ailleurs aussi de tourner ça en quelque chose de très positif. Voilà. J'avais des liens pour vous montrer les vidéos qu'on avait faites, mais le son ne fonctionnant pas. Je ne peux pas vous montrer les vidéos. Je passe la parole à... Alors du coup, avec l'Association française de l'eczéma, nous participons aux ateliers d'éducation thérapeutique à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et on a donc une patiente qui a aussi, comme Florence, plusieurs casquettes, qui est docteur en pharmacie et art thérapeute, et qui propose des ateliers de danse-thérapie et de yoga-thérapie aux patients. Donc c'est vrai que ça plaît bien. Elle essaye de faire ça un jeudi sur 2 pour les patients qui sont à l'hôpital. Mais si d'autres personnes veulent rejoindre le groupe, il faut se rapprocher de l'association pour pouvoir s'y inscrire. Donc après, c'est vrai que les associations de patients peuvent aussi être très aidantes dans votre travail pour montrer que finalement la maladie, on se sent tous isolés face à la maladie, personne ne comprend pourquoi on se gratte. On entend souvent la phrase « arrête de te gratter ». Oui, mais j'aimerais bien, mais je peux pas parce que du coup, c'est vraiment tellement fort et tellement intense que c'est impossible. Du coup, c'est vrai qu'on a créé une association en 2011 pour aider les patients qui souffrent d'eczéma, pour travailler sur des différentes formes d'eczéma, que ce soit la dermatite atopique, l'eczéma chronique des mains, l'eczéma de contact. Et puis plus récemment, on a été contacté par l'hôpital Necker pour travailler sur la kératoconjonctivite, qui est une maladie rare qui peut être en lien aussi avec la dermatite atopique. Donc on essaye aussi de travailler avec eux sur cette thématique-là. Donc on a pour mission d'informer, d'éduquer, soutenir la recherche pour vraiment rompre l'isolement des patients parce qu'on l'a ressenti vraiment très fort. Et donc voilà, on a 12 ans d'existence, plus de 12 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et donc dans les outils qui peuvent vous être utiles et que vous pouvez commander à l'association française de l'eczéma, donc on a notre Eczéma Magazine qui est le magazine de l'association qu'on édite 3 fois dans l'année, qui permet de faire le point sur la vie de l'association, sur des thématiques très précises en lien avec la sortie de nouvelles molécules par exemple dans l'eczéma, sur une partie plutôt conseils, astuces, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est très important d'échanger nos astuces sur par exemple la thématique du froid. On a certains patients qui mettent leur eau thermale ou leur crème hydratante dans le frigo, comme ça le soir quand ils trouvent que les démangeaisons sont trop fortes, ils peuvent le ressortir pour du coup calmer les démangeaisons. Donc ça, on a essayé de créer un petit peu toute une liste d'outils anti-grattage qui se nourrit en fait des expériences de chacun. On a on a un Eczéma Magazine Junior, ça c'est la nouveauté de l'année dernière pour les 6-11 ans, qui est un outil donc on choisit un patient qui est rédacteur en chef du magazine, qui nous aide à créer le magazine de A à Z avec ses activités, il nous raconte sa journée, sa vie avec la maladie. Et donc ça c'est un outil qui est vraiment très utile pour les petits patients pour expliquer déjà la maladie à ses copains d'école, et puis aussi avec du coup la maîtresse, ceux qui s'occupent des activités extrascolaires, ça marche vraiment bien, on est vraiment très contents. Donc là, on en édite 2 dans l'année.
On a créé une bande dessinée pour adultes avec des dessins que en noir et blanc pour travailler sur le ressenti des patients avec la maladie. On organise des masterclass, donc c'est vrai que c'est des réunions qu'on organise en ligne qui sont du coup le soir, enfin en fin de journée, pour que les patients puissent se connecter, poser leurs questions en direct en fait au professionnel de santé qui est présent à cette occasion. On essaie d'en faire 4-5 dans l'année. On a créé une chaîne de podcast pendant le Covid, ça nous a été utile. On a créé du coup cette chaîne de podcast parce qu'on a beaucoup de patients qui voulaient témoigner, mais du coup la photo ou la vidéo c'est pas forcément facile quand on a de l'eczéma sur les mains ou sur le visage. Du coup de pouvoir témoigner, expliquer un peu son ressenti avec la maladie. Donc c'est vrai que les podcasts ça a vraiment bien fonctionné. Donc on a créé une chaîne qui s'appelle l'eczémadanslapeau.com avec une vingtaine de podcasts qui parlent du coup de la maladie avec les professionnels de santé, les patients, les accompagnants. Donc je vous invite à la découvrir. On est très actif aussi auprès des pharmaciens parce que c'est vraiment le professionnel de santé qui voit le plus souvent les patients souffrant de dermatite atopique, puisque les rendez-vous, comme on en a vu ce matin, vers le spécialiste, c'est compliqué. Donc c'est vrai que le pharmacien a ce rôle très important pour nous. Et donc là, on a une campagne qui est actuellement en cours avec Pharmagest. Tous les patients qui arrivent avec une ordonnance en lien avec leur dermatite atopique ont sur le logiciel du pharmacien qui a Pharmagest, un pop-up pour du coup en savoir plus sur sa maladie et puis qu'il y ait des fiches pratiques qui puissent être imprimées sur la maladie et sur l'association. Et puis, on est très actif aussi avec des articles sur notre site internet en lien avec des conseils très pratiques, des actualités aussi sur la recherche, les nouveaux traitements. Et puis, l'importance aussi de nos activités, c'est de créer des rencontres entre patients, avec aussi des professionnels de santé. Donc, on a créé des eczéma camp pour les adultes. Et puis, on a vu que ça fonctionnait bien avec les conjoints aussi, qui étaient contents de rencontrer d'autres conjoints qui vivent avec la maladie. Mais comment tu fais pour dormir avec quelqu'un qui se gratte? C'est la question qui revient souvent. Ensuite, on a créé l'eczéma family camp pour les familles. Donc là, ça plaît beaucoup parce qu'on a parlé des fratries. Tout le monde est impacté en fait. Si par exemple on a 3 enfants, le premier va avoir beaucoup de dermatite atopique par exemple, et les 2 autres, ils vont se sentir peut-être un peu plus éloignés des parents parce qu'on sera très proche de l'enfant qui va être malade parce qu'il faut faire les soins tous les soirs. Donc du coup, certains enfants peuvent être jaloux ou en tout cas se sentir un peu délaissés. Donc c'est vrai que ça permet de rencontrer à chaque fois des personnes concernées, donc c'est intéressant. On a créé une journée nationale de l'eczéma qui aura lieu demain, du coup à Vincennes. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez le programme sur le site de l'association qui permet aussi de créer des rencontres. Demain, on va avoir des conférences sur la maladie avec des professionnels de santé qui viennent de toute la France. On a des ateliers sur le maquillage correcteur, sur comment s'habiller, parce que quand on a le visage rouge ou les mains rouges, est-ce qu'il y a des couleurs qu'il faut savoir choisir, un petit peu travailler sur l'estime de soi. Et puis on a un atelier aussi sur la nutrition, parce qu'on a eu effectivement beaucoup de questions sur les maladies, sur l'alimentation anti-inflammatoire, pardon. Et puis on a aussi toute une partie sur le sport. Donc là, on a créé carrément une Positive Race, qui est la course de l'association, du 11 au 19 septembre, qui permet en fait, pendant une semaine d'action, de mobiliser les patients sur le sport, parce que le sport, on l'arrête pour beaucoup quand on a une dermatite atopique assez sévère, parce que du coup, on transpire, et la transpiration fait qu'on se gratte énormément, et du coup, ça entretient l'eczéma. Donc les patients, en fait, ils arrêtent toute activité sportive. Donc on essaye de les motiver en leur montrant qu'on peut marcher, qu'on peut faire du yoga, de la danse-thérapie. Enfin, il y a plein de conseils, en tout cas, qu'on essaye de leur prodiguer à cette occasion-là. Donc là, c'est quelques témoignages de patients qui participent, notamment d'Orient, avec la bande dessinée. Mais en tout cas, voilà, les patients sont ravis de pouvoir rencontrer d'autres patients, soigner leurs larmes solitaires. Voilà, ils sont contents de pouvoir aussi parler avec les professionnels de santé et en savoir plus sur leur maladie et comment mieux la gérer au quotidien. Voici un peu notre site internet associationeczema.fr et nos différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Je
voudrais juste rajouter que, en fait, ce qui est important de dire, à mon avis, c'est que les associations de patients, c'est intéressant avec le TP, surtout en fin de TP, parce que nous, à Marseille, on s'est rendu compte que les gens, ils sont ravis de participer au programme ETP, mais quand ça finit, ils ont l'impression d'être un peu lâchés dans la nature, et c'est là où nous, on intervient pour se poser en relais, pour leur dire que nous, finalement, on fait de l'ETP sans que ça s'appelle comme ça, mais les rencontres entre patients, on le fait aussi, dans un autre contexte, peut-être un peu plus festif, ludique. Et nous, c'est vrai que dans les programmes ETP, quand on clôture un peu, même toutes les séances, on parle de l'association parce que c'est un relais. On dit voilà, vous n'êtes pas seul, il y a l'hôpital, il y a ce cocon où vous avez rencontré d'autres patients, où les infirmières, les pharmaciens sont là pour vous. Mais quand vous sortez de là, il y a une asso, même sans forcément adhérer, puisqu'on a plein de gens qui nous suivent, qui sont sympathisants de notre action et qui suivent sur Facebook, surtout pendant le Covid, on faisait des tas de vidéos, des séances de yoga, on faisait 1 milliard de choses et les gens suivaient et les gens se sont pas sentis abandonnés. Et je pense qu'il y a beaucoup d'assauts de patients qui pourraient s'appuyer sur le TP comme ça et se positionner en relais. Enfin, nous, on essaye vraiment de le faire vivre comme ça aux gens. Et ça, j'ai l'impression que ça marche et que les gens, du coup, le TP qu'on a initié à l'hôpital se prolonge, se poursuit. Les trucs et astuces, l'estime de soi, on essaye tout le temps de distiller ça tout au long de la prise en charge. Et les gens ont l'air contents comme ça et surtout, ils sont mieux avec leur maladie. C'est tout ce qu'on recherche. Des questions? D'abord, bravo. Ah, merci. Vraiment, le travail énorme. Chapeau. Et c'est vrai qu'en plus, ensemble, ça c'est génial. C'est vrai que comme ça. Ah ben ensemble, on est plus fort. Hein. C'est toujours autre chose. Je parle, on peut dire, avec la connaissance des choses. Je présente la Fédération française des actions de malades respiratoires. Donc c'est vrai que déjà organiser de manière individuelle l'éducation thérapeutique, c'est très compliqué. Je voulais vous demander combien de patients dans le groupe vous avez. Est-ce que vous avez assez ou quand même ça manque? Alors c'est vrai que je dirais grosso modo, on arrive à faire des séances avec 3 ou 4 patients. C'est 1 fois par semaine, tous les mercredis. Alors c'est vrai qu'avant, au tout début, 2012-2013, quand on a démarré à l'hôpital de la Timone, c'était compliqué, il y avait des annulations, même nous-mêmes, le programme n'était pas assez fait à l'avance, vous voyez. Alors que maintenant, c'est sur l'année, avec des thématiques qui sont prédéfinies. Donc les gens peuvent vraiment avoir de la visibilité sur l'année entière. Et ça peut être cumulé avec certains mercredis où il n'y a pas de séance de groupe, ça peut être des séances individuelles ou des séances en distanciel. Vraiment, le Covid, pour le coup, je pense, a apporté ça, de diversifier un maximum. Alors, c'est très bien, une fois que le Covid a été un peu plus maîtrisé, de se retrouver. Les gens étaient en demande aussi. Mais ça a permis aux équipes de se renouveler et de développer le distanciel. Et on se rend compte que ça marche aussi. Donc, ça va être très variable d'un mercredi sur l'autre. Il y a de l'individuel parce qu'il y a certaines personnes qui demandent de l'individuel. Ça, par rapport à l'eczéma, le caractère affichant de la maladie, on aura toujours des gens qui demanderont de l'individuel. Le collectif, je vous dis, ça va être 2, 3, 4 patients. Mais ça peut être 2 patients, mais s'il y a le frère, la sœur, tout de suite, ça fait beaucoup de monde. Cette maladie fait que tout de suite, ça fait beaucoup de monde, surtout quand on a une très petite salle à la Timone. Toute petite, donc tout de suite, on a l'impression d'être très nombreux. Et ensuite, on va avoir les séances en distanciel, où là, je pense que ça doit être grosso modo la même chose. 2, 3 patients en même temps. Surtout que maintenant qu'on essaye vraiment de faire des thématiques, de catégoriser les tranches d'âge, on préfère avoir moins de monde que faire du volume. C'est génial, mais est-ce que ça ne nous gêne pas, on peut dire, les chefs pour payer, si ça marche comme ça, c'est très... Alors, oui, c'est vrai que le docteur Mallet, pour le coup, elle n'est pas présente aujourd'hui, mais c'est elle qui a porté le projet à bout de bras à la Timone, parce que au départ, forcément, beaucoup de médecins du service étaient complètement réfractaires, mais ça, c'est valable dans d'autres villes, je pense. Et elle a tenu bon, et dès les années 2010-2011, elle a essayé de le mettre en place, alors que c'était même pas encore réglementairement parlant, c'était pas encore cadré. Et là, je vous dis, on doit avoir une file active d'une centaine de patients par an. Alors,
Il n'y a pas tout le monde qui finit le programme, comme je le disais, il y en a qui font qu'une séance. Mais voilà, l'objectif est atteint, on arrive à toucher plein de gens, on fait de la communication dans la presse locale, dans les médias locaux régulièrement, pour parler d'eczéma, avec l'asso ou sans l'asso. Là, ils ont fait un gros relais parce qu'on a une partie de la journée de demain qui se passe à Marseille. Donc voilà, le service, on a de très bonnes relations avec et ça se passe très très bien. Après, c'est un travail très très prenant. Je pense que c'est vrai que l'éducation thérapeutique, bon, il y a le désert d'abord, mais après, c'est difficile à trouver les patients. Oui. C'est difficile de les collecter. Et c'est toujours le médecin traitant, le médecin qui s'occupe des patients, qui peut être Oui. une moment attirant. Et je pensais qu'en fait, aujourd'hui, peut-être, on peut mettre une visio-consultation pas en même temps, mais quand même pas loin de cette séance d'éducation thérapeutique, 5 minutes avec le médecin si vous avez besoin de choses pour préciser. Je pense que peut-être ça peut, ou appel téléphonique aussi, parfois. À l'époque, en Angleterre, j'ai vu une chose comme ça pour l'instant. Ok. J'ai deux petites questions. Oui. Pour s'abonner à l'Eczéma Magazine adultes et enfants, on passe par le site. Oui. Et demain, donc votre 3e journée nationale de l'eczéma, moi j'habite très loin de Paris, il y a des choses qui seront mises sur le site pour genre les ateliers maquillage correcteur, l'atelier alimentation, on aura des données sur le site. Ça, on va peut-être créer un article spécifique après dans le magazine de septembre, du coup, pour une sorte de compte-rendu de l'événement. Donc en allant sur le site internet, via mon adresse pro, on peut vous demander Oui, tout à fait, oui. les magazines. Voilà. Merci. Vous avez d'autres questions? Avez-vous des contacts mondiaux, européens? Est-ce que vous êtes l'association qui est le membre de... On fait partie de plusieurs groupes en lien avec la dermatite atopique à l'étranger, oui. Du coup. Vous connaissez la plateforme globale des maladies respiratoires et allergiques? L'EFA? Non, l'Europe. L'Europe. Nous sommes membres et maintenant Céline Dafrel aussi qui est membre. Non, je parle, c'est créé par les Américains. Il y a le bureau en Vienne, mais ils sont très très actifs et je pense que c'est bien si vous pouvez, je peux vous donner les références. Et on ira regarder. Ça ne va pas vous décevoir. Très bien. J'ai donné déjà, oui.